Bonjour à tous, bienvenue dans cette table ronde de l'association Futurible International qui est consacrée donc ce soir à la question des armes nucléaires, donc un sujet particulièrement brûlant puisque, comme vous le savez tous, on a aujourd'hui la possibilité de faire exploser plusieurs fois la planète, de conduire à l'extinction de l'humanité, comme Benoît Pelopidas va pouvoir sans doute nous le rappeler tout à l'heure. Du côté des optimistes sur l'avenir, on a tendance à mettre en avant le fait que pour l'instant, depuis 1945, on n'a pas eu finalement d'accident ou de catastrophe nucléaire, disons, de grande ampleur, et que donc finalement peut-être que ces armes nucléaires seraient facteurs de paix. Et puis du côté des réalistes ou des pessimistes, c'est ce que vous nous direz tout à l'heure, on met au contraire en avant le risque très fort à la fois d'accident ou de dérapage. Et puis ce risque d'accident ou de dérapage est d'autant plus fort aujourd'hui dans le contexte de fortes tensions que l'on connaît aujourd'hui entre des puissances qui sont des puissances donc dotées de l'arme nucléaire. Dans ce contexte-là, nous avons publié dans la revue Futurible du numéro de janvier-février donc un article du professeur Benoît Pelopidas qui est intitulé « Les futurs nucléaires, l'utopie et la stricte suffisance ». Et vous avez accepté de venir présenter cet article ce soir. Donc merci beaucoup. Je vous présente rapidement. Vous êtes le fondateur donc, du programme d'études des savoirs nucléaires au Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po, donc le CERI. Vous êtes également donc, chercheur affilié au Centre pour la sécurité internationale et la coopération à l'Université de Stanford. L'Université de Stanford qui d'ailleurs a mis en place un programme sur les risques existentiels qui est assez intéressant à suivre, donc pas uniquement les risques nucléaires mais les risques existentiels. Vous vous consacrez donc à l'étude des savoirs au sujet des armes nucléaires. Vous travaillez notamment sur la vulnérabilité nucléaire de nos sociétés, c'est là-dessus que vous allez insister. Vous avez publié, au-delà de votre article séminal dans Futurible, un livre en 2022 qui s'intitulait donc « Repenser les choix nucléaires » aux presses de Sciences Po, et vous avez publié en 2024 un ouvrage qui s'appelle « Nuclear Front ». Depuis votre article dans Futurible, on a connu deux événements qui n'étaient pas intégrés dans vos analyses, mais qui vont donner encore plus d'acuité à votre présentation de ce soir. Le premier événement, c'est l'intervention du président de la République, Emmanuel Macron, donc, président de la République française, ce qui portait donc un certain nombre de novations dans la doctrine nucléaire française, avec notamment le concept de dissuasion nucléaire avancée. Et puis l'autre événement, c'est la guerre ou les interventions américaines et israéliennes sur l'Iran, avec pour vocation essentiellement de, en quelque sorte, finir le travail qui avait été initié l'été dernier, notamment pour empêcher donc l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire. Benoît, merci beaucoup. Et c'est à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravi d'être ici et je suis ravi d'avoir publié cet article donc, dans Futurible en français et en anglais parce que c'est le début d'une phase d'exploration et de recherche qui prolonge le travail collectif que j'ai conduit avec l'équipe de recherche qui est le programme d'études des savoirs nucléaires que vous avez eu la gentillesse de mentionner. Alors, je vous dis tout de suite, l'intitulé de la table ronde, c'est « Quel avenir pour la dissuasion nucléaire ?» Et mon propos n'a pas vocation à être un propos oraculaire. Je ne vais pas vous dire « Voilà ce qui va se passer ». Mais par contre, je vais vous donner des éléments sur comment les imaginaires de l'avenir nous permettent de cadrer l'action possible et l'action désirable, ce que je crois être dans la ligne droite de Futurible et de la futurologie à la française. Je commence d'abord par souci d'honnêteté et de transparence de vous dire d'où je parle, comme on dit en sociologie, et je le dis avec un petit clin d'œil parce que je suis juste vraiment touché de voir que des étudiants passés ou présents ont pris la peine de venir, merci à vous. Ce qui me distingue et ce qui distingue le programme d'études des savoirs nucléaires, c'est simplement un attachement strict à un ethos de la recherche indépendante. Alors, vous allez me dire, oui, mais tout ça, c'est de la promotion facile. C'est-à-dire, je ne connais aucun communicant institutionnel qui dit « je fais de la recherche dépendante ». Ça, c'est vrai.
Sauf que la différence de ce que je vous annonce, c'est que la qualification de recherche indépendante, elle est vérifiable. C'est-à-dire que je ne vous demande pas de me croire sur parole, et ce que je vous dis, c'est vérifiable. C'est-à-dire la recherche indépendante se définit par des critères clairs. Elle est non partisane, personne dans l'équipe n'est affilié à un parti politique. Elle est transparente sur ses sources de financement. Donc si vous avez le droit de me demander comment nous sommes financés, vous devriez me le demander. Moi, en France, on considère que c'est impoli de poser la question. Moi, je considère que c'est impoli de ne pas la poser. C'est une forme de financement qui refuse tout financement porteur de conflits d'intérêts. Donc on est financé exclusivement sur la base de la reconnaissance de l'excellence académique par l'évaluation par les pairs. Et cette attitude est en fait au service de la possibilité d'un choix informé pour les élus, les citoyens et les décideurs, simplement parce que dans la littérature scientifique, on a établi dans tous les domaines autres que le mien que la recherche financée sur la base du conflit d'intérêts produisait des biais. Un des étonnements multiples quand je suis revenu en France, c'est qu'en France, on ne s'était pas posé la question des effets des financements sur la production de connaissances, et on supposait, en ne s'étant pas posé la question, qu'on connaissait déjà la réponse, et que la réponse était que ça ne posait aucun problème. Donc d'abord par souci de prudence, je me suis dit, tant qu'on n'a pas prouvé que ces financements ne posent pas de problème, on ne va pas les prendre. Et ensuite, on s'est simplement mis au travail et on est allé regarder les effets des financements porteurs de conflits d'intérêts sur la production de connaissances nucléaires dans les 45 think tanks les plus influents à échelle monde. Et on a prouvé aux surprises que ce qui est vrai dans tous les autres domaines est vrai dans ce domaine aussi. Je ne détaille pas, vous pouvez aller regarder cet article publié dans International Relations, il est en accès direct gratuit, mais je précise, ce n'est pas une publication faite par des petits camarades d'une fondation X ou Y qui serait en France, c'est une publication internationale évaluée par les pairs de premier rang en relations internationales. Donc sur cette base, c'est ça que j'appelle recherche indépendante. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, vous pouvez le vérifier. Et si on veut avoir une conversation sérieuse sur les enjeux de risque existentiel, étant donné les enjeux financiers, il faut exiger une recherche indépendante bien au-delà de ce que nous faisons. Il faut que ce standard qui est une anomalie devienne une espèce d'évidence. Ça veut dire que dans ce que je vais vous dire dans le temps qui m'est imparti, je ne vous demande jamais de me croire sur parole, mais je vous demande par contre de me faire l'amabilité de ne pas me donner le monopole de votre suspicion permanente. C'est-à-dire, vous ne devez jamais me croire sur parole, mais s'il vous plaît, ne croyez jamais sur parole tous les communicants institutionnels que vous entendez du matin au soir. Donc je vais vous donner des preuves détaillées, et quand vous n'avez pas de source pour ce que je vous dis, ça veut dire que la source est soit dans le livre « Repenser les choix nucléaires », soit dans l'article récent publié dans l'Auguste Revue Futurible qui a été mentionné déjà. Donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est essentiellement l'argument que j'avance dans l'article de Futurible et les données qu'on a pu collecter depuis pour avancer cet agenda de recherche. Donc on va commencer par se parler des réalités de la course aux armements nucléaires telles qu'elles sont aujourd'hui, et ça fera le lien avec ce que vous disiez, les deux événements qui ont suivi la publication du papier. Et je vais prendre un temps substantiel pour montrer comment une série d'arguments conduisent à la conclusion selon laquelle participer à la course aux armements semble évidemment une bonne idée. Le premier argument qui va dans ce sens, c'est de présenter les armes nucléaires comme des protections, et cet argument de la protection se traduit souvent comme une métaphore communément utilisée, qui est la métaphore du parapluie, qu'on appelle parfois nucléaire ou pas. Ensuite, un deuxième argument, c'est de dire mais cette course aux armements, elle est dictée dans ses dimensions par l'exigence de maintenir la dissuasion. Si c'était vrai, effectivement, il serait nécessaire de participer à la course aux armements. Troisième argument communément mobilisé, la prolifération le justifie. C'est mobilisé notamment dans le discours du président Macron. Dernier argument que je vais examiner, les armes d'aujourd'hui seraient bénéfiques dans tous les futurs possibles. Et ensuite, je vais
approfondir un peu le fait que dans tout cet argument, il y a un point aveugle majeur sur les connexions et les interactions possibles entre politique nucléaire et limites planétaires. Et je vais terminer en vous faisant une proposition de redéfinir un concept classique dans la pensée stratégique française, qui est le concept de stricte suffisance, que le discours du président Macron propose d'abandonner. Et moi, je vais vous proposer de vous en ressaisir et de le redéfinir comme proposition pour la France et pour l'Europe, et peut-être plus largement encore. Et donc, je conclurai. Voilà le menu du jour, si vous voulez bien me suivre pendant les maintenant 35 minutes qui me restent. Les réalités de la course aux armements. Je vous donne juste des éléments d'échelle. Il y a aujourd'hui sur la planète environ 12 000 armes nucléaires, dont la plupart sont bien plus destructrices que celles qui ont dévasté les villes d'Hiroshima et de Nagasaki le 6 août 1945. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'en fait, avec 100, on peut produire un phénomène qu'on appelle l'hiver nucléaire, si ce modèle est exact. C'est 100 armes, c'est 50 équivalents Hiroshima utilisés par le Pakistan et par l'Inde. Et suite à une guerre nucléaire qui n'utilise que 100 armes, on produirait donc un phénomène climatique qui s'appelle l'hiver nucléaire et qui produit une famine à échelle mondiale qui tue 2 milliards de personnes en plusieurs années. Sachant que les plans de dimensionnement des arsenaux nucléaires, pour l'instant, ne tiennent pas compte de ces effets-là. Et la troisième échelle, c'est l'échelle 10, qui est le fait que dans les années 50, au Royaume-Uni et en France, on s'est posé la question combien d'explosions nucléaires seraient nécessaires pour dévaster le pays au-delà de toute reconstruction possible. Et en 54-55, il y a un rapport gouvernemental au Royaume-Uni qui s'appelle le rapport Strass, qui dit qu'il suffit de 10. Et en France, c'est la protection civile qui va se poser la même question et qui va arriver à des conclusions proches. Ils oscillent entre 10 et 15, mais c'est pour vous donner des échelles. C'est-à-dire, quand on parle de réalité nucléaire, on parle de ces échelles-là. Ensuite, sur la course aux armements, une chose que je voudrais corriger, c'est l'idée selon laquelle c'est l'abrogation du traité START, ou plutôt l'expiration, je devrais dire, du traité New START, qui commence la course aux armements. Alors, par des dynamiques qu'on pourra discuter, il se peut que la fin du traité New START accélère la course aux armements. Mais il faut bien montrer que si par course aux armements, on entend extension de la durée de vie des arsenaux nucléaires, extension de leur capacité de destruction, augmentation de leur nombre, alors cette course aux armements commence quelques mois, enfin la dernière vague de cette course aux armements commence quelques mois à peine après le discours de Prague du président Obama, au moment où il décide de donner une somme substantielle au laboratoire de fabrication des armes nucléaires américaines et peu après de moderniser la totalité des 3 composantes de l'arsenal nucléaire américain, au point que la doctrine et la posture nucléaire américaine sous le président Trump est à peine modifiée par rapport à la posture Obama. Ce qui n'est pas l'idée qu'on en a. On a cette idée que Trump et Obama sont des antagonistes radicaux. Sur le plan de la modernisation des arsenaux nucléaires, il y a une différence minime. Donc cette course aux armements, qu'on pourrait appeler aussi prolifération verticale, on va en parler, elle est là dans tous les États dotés, qui sont au nombre de 9, à des dimensions variées, mais depuis au moins 2010. Comme vous l'avez dit, on a un seuil avec la fin de New START le 5 février 2026, ce qui, à minima, va faciliter l'argument des partisans de davantage d'armes en Russie et aux États-Unis. Et ça ouvre effectivement une nouvelle période, puisque depuis 1972, on avait toujours, à un moment ou à un autre, un traité de maîtrise des armements bilatéraux entre les États-Unis et la Russie. Il y a beaucoup à dire sur le discours de l'île Longue
si on a la charité de ne pas observer que ce qui est présenté comme de l'analyse consiste à répéter plutôt plus mal ce que le président a déjà dit. Donc on ne va pas faire ça. Et on va simplement détailler le fait que, pour moi, il y a 2 grandes mesures dans ce discours. La première, c'est la fin de ce qui était le titre de mon article de Futurible, du principe de la stricte suffisance comme critère dimensionnant. C'est-à-dire, et je vais y revenir à la fin de cette présentation, depuis les années 70 au moins, les stratèges français considéraient que, quelle que soit la taille des arsenaux nucléaires alliés et ennemis, ou plutôt des 2 grands, il n'était pas nécessaire de mener la course aux armements. Il fallait éviter la course aux armements et déployer un principe de stricte suffisance. Le président Macron continue de dire ça dans le discours, mais il supprime le principe de stricte suffisance au moment même où il augmente l'opacité sur le nombre de têtes nucléaires français, ce qui permet simplement de légitimer une augmentation future de l'arsenal sans la moindre forme de redevabilité. Et il se met dans une situation où ça va être vraiment difficile de justifier pourquoi on n'est pas dans une course aux armements. Parmi les multiples contradictions du discours du président Macron, vous aurez sans doute observé que le président Macron cadre son discours comme si son ajustement était la réponse à une modification du contexte stratégique international. Et il détaille comment tous les autres réarment, et il dit donc nous devons faire la même chose. Et donc moi j'ai pris mon dictionnaire Larousse, ça c'est la définition d'une course aux armements. Et donc évidemment, après ça, le président est obligé de répéter à 4 reprises que ça n'en est pas une, ce qui ne va convaincre personne. Et donc c'est vraiment ces 2 mesures qu'il faut retenir, l'abandon de la stricte suffisance et l'augmentation de l'opacité. Autre chose qu'il faut garder en tête, c'est que quand on pense à tout ça, on se dit, bon ben d'accord, à ce moment-là, la course aux armements est irréversible. Or, au milieu des années 80, on avait 70 000 armes nucléaires sur la planète. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on en a 12 000, ce qui veut dire que en une dizaine d'années, on a démantelé plus de 2 fois plus d'armes que ce qui reste. Donc il n'y a pas d'impossibilité matérielle du démantèlement. La question à se poser, c'est de combien d'armes avons-nous besoin, de combien d'armes souhaitons-nous disposer, pour quelle politique de défense, pour la France et pour l'Europe. Mes collègues physiciens Ziamian et Maurice Kutt ont même montré qu'en moins de 10 ans, sans innovation technologique, nous pourrions matériellement démanteler, si nous souhaitions le faire, la totalité de l'arsenal nucléaire mondial. Voilà quelques réalités pour nous donner une espèce de cadre de référence commun. Et là, j'en arrive au 2e pan de mon argumentation, à savoir, réévaluons les arguments communément avancés qui ont tous pour effet de produire le sentiment qu'il faut évidemment mener la course aux armements. Le premier, c'est, comme je vous ai dit, l'idée que les armes nucléaires nous protègent et qu'il y a un parapluie nucléaire. Alors, mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir excuser la banalité de ce que je vais vous dire, mais vous et moi, on a au moins une chose en commun, on ne se connaît pas, on a tous un parapluie. Et on est tous d'accord sur le fait que ce qu'on attend du parapluie, c'est pas qu'il empêche la pluie de tomber, c'est qu'il vous garde au sec quand la pluie tombe. Si c'est ça la mission du parapluie, il n'y a pas et il n'y a jamais eu de parapluie nucléaire et aucun stratège nucléaire ne dit le contraire. Les partisans de la dissuasion disent que la menace de représailles nucléaires a pour but de convaincre l'agresseur de ne pas attaquer. Ils ne disent pas si l'adversaire attaque, la dissuasion nucléaire va empêcher l'attaque d'avoir des effets. Non. Donc il n'y a pas de parapluie. Mais la métaphore du parapluie, évidemment, produit une illusion de protection. Mais elle ne produit pas que ça. Elle produit aussi une illusion que l'engagement de la dissuasion nucléaire étendue n'engagerait pas à employer la force. Et alors là, c'est la 2e banalité, à peine moins banale que la précédente. J'espère que vous voudrez bien me pardonner, mais je m'adresse à ceux d'entre vous qui aiment Georges Brassens. Vous savez que quand on prête un petit coin de parapluie, on est censé prêter un petit coin de paradis. Et prêter un petit coin de paradis n'est pas la même chose que de promettre à l'allié qu'on va
en espérant que ça va le protéger, déchaîner une force qui excède la violence de tous les usages de la force de l'armée française jusqu'à aujourd'hui. Or, la garantie de la dissuasion nucléaire étendue, c'est ça. C'est promettre à un allié que, en espérant que ça empêchera l'agresseur potentiel de l'attaquer, nous sommes prêts à utiliser ces systèmes d'armes nucléaires, soit à causer des dizaines ou des centaines de milliers de morts, en espérant que ça aura un effet. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est une promesse de violence extrême pour un allié. Ou en tout cas, c'est ça qu'on veut que l'allié croit qu'on fait. Le parapluie, il a un troisième effet. Et je pense que... vous pourrez me contredire, mais vous serez d'accord, je pense, avec moi pour dire que le parapluie est un objet technologique relativement simple. Et une fois qu'on a vérifié que les baleines étaient solides et que donc le parapluie tient bien, et que s'il y a du vent, le parapluie ne va pas s'inverser, on est à peu près crédible à se dire qu'on a un contrôle parfait sur le parapluie. Eh bien, je vais vous montrer, évidemment, que l'historiographie de l'âge nucléaire montre qu'on n'a pas eu le contrôle parfait sur ces systèmes d'armes et que la politique nucléaire aujourd'hui présente est un pari sur la chance. Donc vous voyez bien, d'une part, qu'on n'a pas de parapluie, mais d'autre part, que si on en avait un, si les armes nucléaires étaient un parapluie, alors évidemment que, en fait, plus vous avez de parapluie, mieux c'est. Sauf que, évidemment, ce n'est pas ça. Donc, la métaphore du parapluie produit une illusion de nécessité de la course aux armements à partir de 3 renversements catégoriques de la condition nucléaire. La vulnérabilité devient une protection. La promesse d'usage de la force devient simplement une extension de protection sans effet, sans promesse de violence. Et le pari sur la chance devient une illusion de contrôle parfait. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce discours sur la chance ? Bien, je veux préciser ça. Je vous dis pas de contrôle parfait, mais bien la chance, parce que différents officiels militaires et politiques de différents États dotés ont affirmé, et là vous en voyez 2, vous voyez le général Butler, qui était en charge du Strategic Command aux États-Unis, et le secrétaire à la Défense, Bob McNamara, qui était secrétaire à la Défense sous Kennedy. Ils ont affirmé que, à de multiples reprises, ce qui a empêché des explosions nucléaires non désirées, ça n'est pas le contrôle parfait, mais bien la chance. Alors, entendons-nous bien, je ne vous dis pas du tout que parce qu'ils l'ont dit, il faut les croire sur parole. Moi, je suis chercheur en sciences sociales, mon travail, c'est pas de croire les gens, ni de répéter ce qu'ils disent, c'est de vérifier la validité de ce qu'ils disent. Donc, la première chose que j'ai observée, c'est que finalement, le nombre d'officiels qui disent qu'il a fallu recourir à des facteurs qui excèdent le contrôle, il est important. Et on en retrouve, vous avez une liste derrière moi, on en trouve dans tous les États dotés. Vous aurez observé que le général André Boffre dit dans un article étonnant au Figaro qu'il a fallu compter sur la providence divine. Et alors, encore une fois, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils ont raison, mais ce qu'on peut observer, c'est que dans le cas de McNamara et de quelques autres, ce sont des déclarations qui sont opposées à l'intérêt de ceux qui les font. C'est-à-dire, le secrétaire à la Défense McNamara, il aurait eu tout intérêt à vous dire, à Cuba, nous avons évité des explosions nucléaires non désirées et peut-être la guerre nucléaire parce que j'ai été un gestionnaire de crise extraordinaire. Et si vous connaissez la carrière de Robert McNamara, vous savez qu'il a fait exactement ça dans tous ses autres jobs. Mais dans le documentaire d'Errol Morris, The Fog of War, il dit, et il fait le geste que vous voyez là, on est passé à ça, à Cuba, c'est la chance qui a évité la catastrophe. Et donc, si vous voulez, ce que j'ai fait dans ce travail, c'est simplement de dire que, comme vous l'avez dit au début, il est exact que nous avons évité des explosions nucléaires non désirées jusqu'à présent, mais on ne peut pas en déduire que donc dans tous ces cas, c'est grâce à la dissuasion nucléaire que c'est le cas. Il faut être capable, méthodologiquement parlant, de distinguer les cas où ce qui a empêché l'explosion, c'est, oui, l'exécution parfaite des protocoles de la dissuasion nucléaire. Alors, au cas par cas, on pourra qualifier ces cas-là
de succès de la dissuasion nucléaire. Mais si ce qu'il a fallu, c'est de la désobéissance, de la défaillance technique ou des variables indépendantes des pratiques de contrôle, il serait faux d'attribuer ces cas à des succès de la dissuasion nucléaire. Il faut les appeler succès de la chance. Et donc, dans Repenser les choix nucléaires, vous avez un catalogue de ces épisodes-là. Je vous dis tout de suite que le rôle de la chance, tel que déterminé dans mon ouvrage, est validé, encore une fois, par la recherche évaluée par les pairs, maintenant validé par des politologues et des historiens, et simplement présenté comme controversé par des communicants institutionnels français qui, apparemment, ne savent pas lire la littérature scientifique, ce qui est regrettable pour eux. La raison pour laquelle l'argument sur la chance est sous-estimé, c'est parce que, tout simplement, dans n'importe quel travail de sciences sociales sérieux, vous dépendez de la disponibilité d'une documentation en source primaire. Et donc, moi, mon travail, et le travail de mon équipe, il se base essentiellement sur les États-Unis et sur le Royaume-Uni, parce que ce sont les deux pays qui sont les plus transparents sur leur passé nucléaire. Ce qui veut dire donc que même chez les États les plus transparents, on est aveugle sur les 3 à 5 dernières décennies qui sont couvertes par le secret de la défense nationale et le secret nucléaire. Par ailleurs, il faut se souvenir que même pour la crise de Cuba, qui est la crise la plus dangereuse de l'âge nucléaire, la mieux documentée, celle pour laquelle il y a le plus grand nombre de chercheurs qui travaillent, il nous a fallu 30 ans pour établir le rôle de facteur au-delà du contrôle dans l'évitement d'explosions nucléaires non désirées. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des acteurs de la crise qui avaient intérêt à dire le contraire. Donc, pour toutes ces raisons-là, et aussi parce que Sidney Drell me l'a dit, et là vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce type de preuve ? C'est un petit clin d'œil parce que là ça avait l'air un peu grave, mais vous allez voir pourquoi ce type de preuve est très intéressant. Le docteur Sidney Drell est un grand physicien qui en 1990 était le président d'un panel qu'on appelle le panel Drell, qui avait pour but d'identifier les cas de broken arrows, les cas où justement il y aurait pu y avoir des explosions nucléaires dans l'arsenal nucléaire américain entre 1950 et 1980. Ils en ont trouvé 32. Je n'ai pas dit 2, j'ai dit 32. Et je suis allé interviewer Sidney Drell à l'institution Hoover en 2013, et là il m'a dit explicitement: je pense que même sur la période 1950 à 1980 que nous explorions, on ne les a pas tous vus. Lui-même, il m'a dit qu'il pense qu'on les sous-estime. Et de la même manière, on n'a pas de preuve que les incitations psychologiques, rhétoriques et professionnelles de traiter les cas de chance comme des cas de contrôle, que j'ai pu documenter, et je peux vous donner des preuves détaillées dans le Q&A si vous êtes intéressé, ont changé. Encore une fois, croire que mon évaluation de la chance est une évaluation complète, c'est croire que, alors qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni seul, on en a trouvé des dizaines, il y en aurait eu 0 dans tous les autres États dotés et dans les 30 à 50 dernières années. C'est anormalement optimiste. Mais je ne sais pas à quel point, évidemment. Autre argument qui crée l'illusion que la course aux armements est souhaitable, on a l'impression que cette course aux armements, il faut la faire pour maintenir la dissuasion. Alors là, je vous rappelle des choses très simples. Et encore une fois, je suis désolé pour ceux d'entre nous qui sont des stratégistes nucléaires. Là, je vais vous dire des choses que vous savez déjà. Mais donc, dans un document déclassifié de décembre 1964, le secrétaire à la Défense McNamara fait un mémo au président Johnson pour répondre à la question de combien d'armes avons-nous besoin pour causer la destruction assurée de l'Union soviétique et donc dissuader l'Union soviétique, effectivement. McNamara répond « il nous en faut 400 ». Sachez qu'aujourd'hui, les États-Unis disposent de 3700 armes. Donc on est très en excès des exigences de la dissuasion nucléaire, non pas telles que définies par moi, mais telles que définies par les états-majors, en tout cas des États-Unis et de la Fédération de Russie, parce que ces états-majors ont articulé explicitement, et c'est validé et confirmé par la recherche, qu'il y a des missions supplémentaires au-delà de la dissuasion. Notamment, aux États-Unis, on parle d'une mission qu'on appelle la limitation des dommages si la dissuasion devait échouer. On va ajouter des missions comme mener et gagner des guerres nucléaires limitées. Donc vous voyez à quel point
on est en excès des exigences de la dissuasion. Et là, vous allez me dire, ah oui, mais ça ne va pas du tout, parce que tout ça, c'est beaucoup trop vieux. Très bien, vous avez raison, soyez sceptiques. Donc, soyons plus récents. En avril 2021, l'amiral Charles Richard, qui est en charge de l'arsenal nucléaire américain, doit faire un témoignage devant le Congrès dans lequel il dit « Le dimensionnement de l'arsenal nucléaire américain est fait pour que si jamais la totalité d'une des 3 composantes de l'arsenal, la composante terrestre, maritime ou aérienne, était intégralement détruite, nous pourrions encore remplir toutes les missions assignées à l'arsenal. » Entendez-moi bien, je n'ai pas dit on pourrait encore dissuader. J'ai dit on pourrait encore remplir toutes les missions, dissuasion et autres, si on perdait une des 3 composantes dans sa totalité. Ça vous donne une idée d'à quel point on est en excès des exigences de la dissuasion. Et là, j'en arrive à une citation du président Macron qui nous dit « Si nous devions utiliser notre arsenal, aucun État, si puissant soit-il, ne pourrait s'y soustraire, aucun, si vaste soit-il, ne s'en remettrait. » Ça, matériellement, c'est vrai. Et donc, si on est dans une tradition de la dissuasion où ce qui vous permet de dissuader, c'est le fait que l'ennemi pense que vous pouvez lui causer des dommages inacceptables, étant donné que vous pouvez faire ça, pouvoir faire ça plus 40 rafales, c'est à peu près pareil, en fait. Et c'est pas bien clair pourquoi ça ne s'appelle pas la dissuasion, en fait. Et j'en profite aussi pour vous dire que si on est dans ce raisonnement selon lequel il suffit de pouvoir causer des dommages inacceptables de très grande ampleur pour produire un effet dissuasif, eh bien, il est fort probable que les arsenaux dont nous disposons aujourd'hui puissent causer des dommages encore plus importants que ce que l'on compte aujourd'hui, puisque leurs effets climatiques ne sont pour l'instant pas du tout pris en compte. Il y a en ce moment une étude qui est coordonnée par mon collègue et ami Sébastien Philippe, mandatée par le secrétaire général des Nations Unies pour précisément ajouter cet aspect-là. Donc si on parle de conditions de la dissuasion comme capacité de destruction, eh bien, il est fort probable que finalement nous avons une capacité de destruction encore plus grande que ce que nous pensons, puisque nous n'avions pas pris en compte ces effets. Et cette sous-estimation-là, elle a eu lieu historiquement assez régulièrement dans l'histoire des arsenaux nucléaires. Les effets des superfeux ont pendant des décennies été négligés par la communauté de planification nucléaire américaine. De la même manière, il y a des innovations en termes d'arsenal conventionnel qui permettent de discuter la possibilité de leur effet dissuasif, parce que ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut garder en tête. Il n'y a aucun État qui aurait des arsenaux nucléaires et aucun arsenal conventionnel. Donc quand on parle d'une capacité de dissuasion, on parle d'un arsenal conventionnel et d'un arsenal nucléaire. Donc il ne faut pas supposer que tout l'effet dissuasif revient par définition à la composante nucléaire. Il faut être capable de discuter de la capacité dissuasive supplémentaire octroyée par les arsenaux nucléaires. Et donc vous voyez, on est très en excès de l'idée, de la dissuasion nucléaire telle que présentée là. Et donc l'idée qu'il faudrait encore plus d'armes pour maintenir la dissuasion, sinon on va perdre la possibilité dissuasive, et pas du tout à l'échelle. Troisième argument qui crée l'illusion de la nécessité de la course aux armements, la prolifération le justifie. Ça, c'est quelque chose que j'ai critiqué comme une espèce d'objet idéologique dans Repenser les choix nucléaires, dont je retrace la généalogie. Et on en a une version tristement représentative dans le discours du président Macron, qui nous dit d'abord « Le demi-siècle qui vient sera un âge d'armes nucléaires ». Ah bon, très bien. Effectivement, si c'est vrai, alors ça paraît normal d'avoir les nôtres. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour que ça soit aussi évident, il faut aussi que ça soit un âge d'armes nucléaires dans lequel il leur arrive rien. Parce que si c'est un âge d'armes nucléaires dans lequel il leur arrive tout un tas de choses dont on va parler ensuite, l'évidence s'effondre assez vite. Ce qui est intéressant dans le discours du président Macron, c'est qu'il dit « et les risques liés à la prolifération ». Donc il prend ça en compte et il dit « Tout cela, après un examen minutieux, m'a conduit à cette conclusion.
un rehaussement de notre arsenal est indispensable. Ah, alors voyons. Monsieur le Président s'inquiète de la prolifération et donc nous dit, c'est inquiétant, il y a la prolifération, là, et donc il y a l'Iran, tout ça. Regardons l'état de la prolifération horizontale. Et je vais vous proposer 3 correctifs par rapport à ça. Vous voyez, si la prolifération horizontale, c'est-à-dire l'apparition d'acteurs dotés d'armes nucléaires qui n'en avaient pas auparavant, avait gardé le rythme qu'elle avait pendant les 40 premières années de la guerre froide, et écoutez bien, parce que c'est une des rares bonnes nouvelles dans cette présentation, on serait dans un monde dans lequel il y a plus de 17 États dotés d'armes nucléaires, c'est le graphe sur ma gauche. Or, vous voyez, on est dans un monde dans lequel il y en a 9. Et ce qu'il faudrait garder en tête, qu'on n'a pas du tout, c'est qu'en fait, une des raisons pour lesquelles il y en a 9, c'est parce que la plupart des États n'ont jamais même essayé de se doter de ces systèmes d'armes. Je vais montrer dans mon ouvrage que plus de 153, au moins 153 États n'ont jamais essayé de se doter de ces systèmes d'armes. Donc, un des objectifs de la France devrait être d'essayer du mieux qu'on peut de les convaincre qu'il ne faut surtout pas se doter de ces choses-là. Puisqu'on a un objectif aussi de non-prolifération. Donc, là, je vous montre l'évolution du nombre d'États dotés, alors que le président Macron nous dit qu'on est dans une période où il est très inquiet, il va y avoir de la prolifération. Vous voyez qu'en fait, on est dans une période sans précédent de non-prolifération. Sur la gauche, vous l'avez en proportion des États dotés d'armes nucléaires au fil du temps, juste en nombre d'États, et sur la droite, vous l'avez en proportion du nombre d'États membres de l'ONU. Évidemment, si on se soucie des armes nucléaires parce qu'elles peuvent exploser, alors il faut se poser la question aussi des programmes en cours. Et effectivement, le programme iranien, on peut en discuter si vous voulez, mais ce qu'il faut observer, c'est que si on a un programme nucléaire en cours, c'est anormalement bas dans l'histoire de l'âge nucléaire. On n'a jamais eu aussi peu de programmes nucléaires en cours depuis les années 50. De la même manière, pour les États accueillant sur leur territoire les armes nucléaires de leurs alliés. Donc vous voyez, quel que soit le critère, nous sommes dans une période sans précédent de non-prolifération. Et donc la clé, c'est pas de dire que la prolifération est déjà là pour justifier qu'on est obligé en réponse d'ajouter nos armes, c'est de ne pas inutilement donner des prétextes aux coalitions pro-bombes où qu'elles soient, en leur disant qu'avoir la capacité, avec 290 armes, de mettre fin à la civilisation n'est pas assez pour notre sécurité, il faut ajouter 40 rafales. Et si vous trouvez que c'est une provocation, je vous invite à lire une chose très simple que Hans Blix avait publiée il y a 20 ans dans le rapport de la commission qui porte son nom, dans lequel il explique une chose très simple qui est que, en fait, la clé de la prolifération, c'est la désirabilité des armes et que donc le comportement des États dotés est déterminant pour rendre désirables les armes ou pas. C'est-à-dire dire quelles sont des conditions nécessaires de la sécurité nationale irremplaçables, parfaitement pas chères et totalement contrôlées, les rend évidemment désirables, surtout si vous bombardez des États non dotés et que vous désignez comme un ennemi un État doté et que vous ne le bombardez pas. Autre correctif important, c'est le fait, et ça c'est un résultat de repenser les choix nucléaires, qu'aucun État ne s'est doté sans l'aide d'au moins un des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. La prolifération n'est pas un phénomène isolé d'une coalition d'acteurs rogue. C'est un phénomène qui a été aidé par les États du P5, qui sont des acteurs majeurs de la prolifération. Donc, qui ont l'habitude d'ailleurs d'isoler le phénomène pour présenter ça comme un problème. Autre raison pour laquelle on a l'impression que la course aux armements est nécessaire, c'est parce que les armes qu'on aurait aujourd'hui ou qu'on aurait envie de construire seraient bénéfiques dans tous les futurs possibles. Le débat français ressemble à ça. Et donc là, je vais juste vous donner une liste des futurs possibles dans lesquels elles sont inutiles ou nuisibles. Encore une fois, je ne suis pas du tout Madame Soleil, je ne sais pas lequel de ces futurs va advenir, mais je sais simplement que se raconter qu'il n'y a pas de futur dans lequel il n'est pas souhaitable d'avoir ces armes est faux.
Donc ces armes ne sont pas seulement des coups d'opportunité et des cibles, hein, parce que souvenons-nous quand même que l'arsenal nucléaire russe cible les armes situées sur le territoire des États ennemis. Donc plus on a d'armes sur notre sol, plus on a de cibles. Mais un futur dans lequel des explosions accidentelles dans notre arsenal, évidemment, est un futur dans lequel il n'est pas souhaitable d'avoir ces armes puisqu'elles explosent. Un lancement accidentel ou non autorisé de toute arme, pardon pour l'accent, qui cible les nôtres est aussi un futur dans lequel leur utilité est négative. On reparlera de la résolution de l'Assemblée générale de l'automne 2025 dans laquelle les États du P3 ont souhaité ne pas interdire la possibilité de mettre des systèmes d'intelligence artificielle dans les systèmes de commandement et de contrôle des armes nucléaires, contrairement à la demande du Mexique, pour ne pas se priver des bénéfices éventuels. De la même manière, les États-Unis et le Royaume-Uni se préoccupent beaucoup de la possibilité du hacking de notre arsenal ou de leur arsenal, mais la possibilité du hacking de l'arsenal de qui que ce soit qui nous vise nous rendrait effectivement vulnérables, d'autant plus que nos armes nous font de nous des cibles prioritaires. Autre futur possible dans lequel il est préférable de ne pas avoir ces armes, une guerre nucléaire à laquelle nous ne participons pas, mais qui ferait de nos armes des cibles prioritaires, notamment une guerre nucléaire entre l'Inde et le Pakistan, qui ensuite escalade. Autre chose élémentaire, un ennemi qui veut nous causer des dommages inacceptables et qui n'est pas dissuadable va le faire, et nous mourrons. J'en profite pour vous dire que l'ennemi qui veut nous causer des dommages inacceptables et n'est pas dissuadable, un des ennemis auxquels on ne pense pas souvent, le regretté Bruno Latour l'appellerait Gaïa. Il n'est pas dissuadable, celui-là, d'ennemi. Et il peut nous causer des dommages inacceptables. Donc vous voyez, aucune des affirmations qui rendent la course aux armements apparemment évidente ou souhaitable ne tient. Et donc là, je vais terminer assez rapidement, mais juste pour vous dire qu'il y a en plus de ça un point aveugle qui est le point aveugle des limites planétaires et que vraiment j'invite les analystes à prendre en compte et à travailler avec nous ou avec d'autres ou entre eux pour les prendre en compte. Vous êtes au courant du fait qu'il ne s'agit pas seulement de changement climatique, mais il s'agit bien de garantir la possibilité de l'habitabilité de la planète par rapport à 9 limites planétaires que nous avons identifiées et que vous voyez là représentées derrière moi. Nous avons franchi en 2025 la 7e de ces limites planétaires et nous entrons en situation d'instabilité potentielle très grave. Juste pour que vous mesuriez ça, la trajectoire en cours va exiger beaucoup de ressources pour protéger notre population. Et la question du coût d'opportunité, c'est que précisément, face à ça, on va investir des ressources pour protéger les armes. Exemple élémentaire, l'État préparera la nation à une France à plus 4 degrés d'ici la fin du siècle. Ça, c'est la revue nationale stratégique, hein, c'est ça qu'on prévoit. Ce qui veut dire, puisque l'Europe et la France se réchauffent plus vite, c'est l'équivalent de 2,8 degrés de réchauffement à échelle monde. Il faut que vous mesuriez, mesdames, messieurs, ce que ça veut dire. Le travail de mon collègue Tim Lenton a montré que 2,7 degrés, c'est-à-dire moins que ce qui est prévu par la France, c'est garantir qu'on va amener 1,7 à 3,1 milliards de personnes hors de la niche écologique, c'est-à-dire hors de l'espace dans lequel leur survie est possible. Et alors je suis désolé si vous aviez l'impression que c'était horrible, c'est probablement beaucoup trop optimiste, puisque ça occulte la possibilité du franchissement de points de bascule, de défaillance synchrone et l'effet d'aggravation produit par nos réponses. Ça suppose aussi, à tort, que la capacité des écosystèmes à absorber le carbone est constante, et on a maintenant de la recherche qui montre qu'elle a commencé à diminuer, donc que ces prédictions sont trop optimistes. Vous vous rendez bien compte que ce que je veux vous dire par là, c'est que on va avoir affaire à des dommages face auxquels les armes sont non seulement des coups d'opportunité, mais en fait qu'elles ne peuvent pas les empêcher. Je pense à des vagues de chaleur. Ça, c'est à échelle européenne. C'est le travail d'Emmanuel Wallenhorst. On se souvient de l'été 2003 qui a causé 70 000 morts en Europe. Et ça, en 2050, à plus 2 degrés, c'est tous les 3 ans.
l'INRAE et France Assureur prévoient une augmentation des coûts d'assurance considérable d'ici à 2050. Il va falloir des ressources aussi pour ça. Et même, et là, il n'y a pas de lien avec l'armement, mais juste si vous voulez préserver la santé publique, je vous donne des échelles un peu élémentaires. On a découvert maintenant ce qu'on appelle les polluants éternels ou PFAS. Voilà le coût de dépollution, mesdames, messieurs. Il est supérieur au PIB mondial. Donc, quelle que soit l'échelle à laquelle vous allez devoir intervenir, il va falloir qu'on trouve des ressources considérables. Et dans ce contexte-là, les armes nucléaires sont non seulement, et la course aux armements sont non seulement des coûts d'opportunité, mais ils sont en fait des accélérateurs du changement climatique. Il y a de la recherche qui nous montre que les niveaux actuels de dépenses militaires, qu'on le veuille ou pas et qu'on ait envie de faire plus ou pas, sont incompatibles avec plus de degrés en 2100. Ces activités et les services de l'armée consomment du pétrole et produisent des gaz à effet de serre, c'est évident, mais on ne le voit pas vraiment parce que les émissions militaires ne sont pas incluses dans les rapports nationaux à la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Et donc, suite à ça, il faut vraiment se souvenir que quand on définit la politique de défense de la France, mais aussi de l'Europe, on n'a pas un seul objectif qui serait la dissuasion d'attaques d'origine étatique. On a cet objectif qu'il faut atteindre, évidemment, mais on a aussi d'autres objectifs. Un objectif de non-prolifération et un objectif de mitigation de la dévastation du pays et du continent par des causes non nucléaires. Parce que si l'Europe est rasée, mesdames, messieurs, on ne pourra pas appeler ça un succès de la dissuasion nucléaire. Donc, ce que je vous propose, c'est effectivement de redéfinir la stricte suffisance comme proposition politique, conforme aux préférences affichées de la Russie, des États-Unis et des États les plus touchés par le changement climatique, en se souvenant donc qu'ils ont des arsenaux très en excédent par rapport aux objectifs de la dissuasion nucléaire et qui sont en situation d'insuffisance en matière de limitation du changement climatique et de son impact sur leur territoire. Donc la proposition pourrait être tout simplement de réfléchir à des modes de maintien de la dissuasion, mais à des niveaux d'arsenaux bien plus bas, et de réallocation de ce qu'on gagne en diminuant la taille des arsenaux pour faire de la mitigation ou de l'adaptation au changement climatique. Ça s'appuie en France sur un héritage national et des convergences politiques que je vais détailler ici. L'éthos de la résistance et les leçons de la guerre froide est ce que le général Gallois a appelé le refus du gaspillage atomique. Et c'est comme ça qu'il qualifiait la course aux armements des deux grands. Et vous voyez qu'en fait, les exigences de la durabilité et de la sobriété et de la stricte suffisance convergent. Donc ce qu'on pourrait proposer, c'est effectivement le gel des arsenaux nucléaires. Même si on ne parle pas de diminution, on peut parler de gel, pour améliorer la mitigation du changement climatique et l'adaptation à la dégradation de notre rapport aux limites planétaires. Je conclus en vous disant que aucune des justifications de la nécessité de la course aux armements n'est convaincante, que nous avons 3 objectifs à atteindre, et pas juste un: la dissuasion d'attaques étatiques, la non-prolifération et la non-dévastation du territoire, quelle qu'en soit la source, sauf à tomber dans le piège du jardinier dans la fable de La Fontaine. Et ce que je veux vous dire, c'est que si on fait ça, si on peut libérer des ressources pour l'adaptation, et vous allez me dire, et ce sera mon dernier mot, vous allez me dire, oui, mais personne ne va nous suivre. On va proposer ça, et les Russes et les Américains ne nous suivront pas. Alors, c'est bien possible qu'ils ne nous suivent pas. Mais je voudrais vous rappeler une chose, mesdames, messieurs. Si on réfléchit au succès de la politique étrangère française au cours des 30 dernières années, sauf erreur de ma part, le discours admirable de M. de Villepin au Conseil de sécurité des Nations Unies n'a pas empêché la guerre en Irak. Les États-Unis ne l'ont pas suivi. Est-ce que parce que les États-Unis ne l'ont pas suivi, vous me diriez que M. de Villepin avait tort? Certainement pas. M. de Villepin, ce jour-là, a montré la grandeur de la France. Il est temps de le refaire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et pour ce panorama
pas très 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 gai quand même, mais C'est vrai. voilà, merci d'avoir rajouté en plus le changement climatique en fin d'exposé, parce que sinon on serait reparti avec un demi-sourire, mais là ça ne sera pas le cas. Merci à tous pour votre participation, merci à vous, certains participants à distance saluent votre courage, donc merci beaucoup pour la rigueur de votre raisonnement et votre engagement dans cette séance d'éclairage. Bonne soirée à tous Merci. et à bientôt.